Je suis Laurent Jacob, doctorante Pacte et à l'Université de Genève. Je travaille sur les coopérations transfrontalières dans les régions alpines avec une approche comparative critique. Bonjour à tous, Guillaume Drevon, donc doctorant au CEPS INSTED de Luxembourg et au laboratoire Pacte. Je travaille plus spécialement sur les questions de mobilité des frontaliers au Grand-Duché de Luxembourg, et je fais un comparatif avec la région urbaine grenobloise. Donc en fait, pour introduire notre questionnement autour des limites et des frontières, avec Laura, on a trouvé bon de faire un petit rappel au niveau de l'actualité. Donc comme l'a dit le professeur Raffestin ce matin, on voit que ces questionnements autour de la frontière ressurgissent de manière assez régulière à travers notre actualité. Donc là, j'ai quelques on va dire revues. Donc je ne sais pas si André est dans la salle, je m'excuse de lui avoir volé. Mais justement, une revue du monde diplomatique, on avait eu le plaisir de recevoir M. Rakevic, Rakevic, j'arrive jamais à prononcer. Rakasevic. Bon bref, le cartographe du monde diplomatique à l'IGA, par le biennale Nord notamment, et donc on avait pu passer un moment assez intéressant sur le questionnement de la cartographie justement, qui est un métropisme, je le rappelle. Donc en fait, à travers l'actualité, on a essayé avec Laura justement de voir un petit peu ce qui se passait en ce moment. Donc je pense qu'on le connaît tous, hein, Monsieur Jérôme Cahuzac, donc qui un peu représente, on va dire, l'aspect de ressurgissement de la question fiscale des frontières et des limites. On peut aussi citer messieurs Depardieu, monsieur Bernard Arnault ou encore monsieur Alain Laflelou, qui ont choisi justement de déménager à l'étranger pour éviter justement la souveraineté fiscale, on va dire, de notre pays. Ensuite, le deuxième axe de l'actualité, c'est donc on nous annonce assez régulièrement justement le décès de migrants qui s'embarquent sur des bateaux précaires pour traverser la Méditerranée. Et on a en plus tendance justement, quand ils arrivent sur nos côtes, à les parquer sur des îles, dans des camps. Justement, cette action est un peu portée notamment par l'agence Frontex, avec justement une politique d'externalisation des migrants, donc avec une limite frontière agressive, voire une politique clairement de stopper l'immigration en Europe. Donc ça, c'était la deuxième figure de la frontière actuelle. Ensuite, la troisième figure, c'est la question de la coopération. Donc on voit bien que la crise économique en Europe actuellement révèle justement un certain nombre de positions. On voit bien qu'entre la France, l'Allemagne, l'Italie, évidemment la Grèce, on n'arrive pas à s'entendre sur justement une politique d'austérité qui est largement discutée, et notamment par exemple au niveau de la règle d'or, au niveau des budgets, et donc on voit bien justement la limite de souveraineté qui ressurgit de façon très importante. Donc je vais passer maintenant la parole à Laurent pour nous expliquer un petit peu plus le contenu de la présentation. Il nous semble que ce matin, Claude Raffestin a bien introduit notre propos, qu'on ne s'est pas trompé en faisant son œuvre. Vous nous avez parlé de synonymie qui tiennent compte des limites, d'aspects matériels, immatériels, normatifs, comme pour la frontière. Vous avez dit qu'il y avait une étude descriptive des frontières, un manque de théorie de la frontière. On ne va pas faire une théorie de la frontière. On va plutôt essayer de repartir de vos travaux et de les re-questionner par nos recherches et nos terrains. En apportant évidemment des précisions et en faisant des propositions. Donc, ce qui nous relie, c'est évidemment la frontière, avec cependant deux approches différentes. Pour ma part, une approche par la gouvernance et les institutions. Donc, le logo de l'espace grenoblois est assez représentatif. Il date des années 90, à une époque où on ne parlait pas réellement de gouvernance. Il représente les trois entités France-Italie qui se tiennent par la main et qui sont reliées par la montagne, qui est le socle des coopérations transfrontalières régaliennes qui sont sujets de mes recherches. Alors, en ce qui me concerne, moi, je questionne plutôt la frontière par la focale de la mobilité, donc sur le Grand-Duché du Luxembourg. Donc la mobilité me sert à révéler à l'échelle plutôt individuelle et fonctionnelle justement les effets de frontières. Donc, bien entendu, au-delà de nos approches conceptuelles sur la frontière, nos terrains sont effectivement transfrontaliers, nos terrains d'investigation. Donc pour ma part, c'est la région métropolitaine luxembourgeoise
qui connaît depuis les années 70, une forte augmentation du nombre de frontaliers au Grand-Duché du Luxembourg, provenant justement de France, d'Allemagne et de Belgique. Et on voit par exemple sur ces cartes, donc, qui représentent en gros, c'est la densité de frontaliers au lieu de résidence par commune, qui montre effectivement l'espace résidentiel des frontaliers de 1994 à 2010. On voit actuellement que les frontaliers occupent la majorité de la frange, la marche frontalière du Grand-Duché du Luxembourg. Mes terrains sont loin des préoccupations métropolitaines. Ce sont des terrains montagnards, avec peut-être un terrain un peu plus commun avec celui de Guillaume, qui serait la région de Supplica. Donc pas de flux de frontaliers sur les terrains, donc terrains entre France, Italie, Suisse, contextes binationaux et tripartites pour l'espace mouvement. Donc limites et frontières, ce sont des notions qui nous semblent mal différenciées. On l'a vu ce matin, on a une tendance à utiliser l'un pour l'autre. Vous les différenciez, et ensuite on a l'impression que vous les utilisez comme synonymes, vous n'êtes pas le seul à le faire, on le fait tous. D'autres auteurs le font. Et ce qu'on vous propose en fait, c'est de différencier les notions de limites et de frontières afin de pouvoir mieux utiliser le concept de frontière qui nous semble être un concept plus fin et plus adapté à nos recherches. Alors pour ça, en fait, on a vu à travers vos articles, vous avez bien les schémas. Et du coup, on a essayé de faire l'effort de schématiser un peu la pensée. Et du coup, alors d'après ce qu'on a pu lire de vous, la frontière fait partie de la grande famille des limites. Donc, sous votre contrôle, vous nous répondez vis-à-vis de ça. Comme l'a très bien dit Laurane, souvent vous parlez de frontières et de limites aussi de manière égale dans leurs fonctions, dans leurs impacts sur le territoire et la territorialité. Et en fait, d'après ce qu'on peut voir, nous, sur nos terrains frontaliers, on a l'impression qu'il y a un inversement dans le sens où la limite devient une simple caractéristique de la frontière. Donc à vous de nous répondre. D'où notre première question, enfin nos deux premières questions, qui sont dans le cadre des processus de mutation en cours, notamment dans l'espace transfrontalier européen, limites et frontières sont-ils encore des synonymes ou doivent être effectivement mieux différenciés à travers la littérature pour fournir des outils conceptuels peut-être plus spécifiques et plus adaptés au monde contemporain? La frontière au-delà des limites, donc on a encore une fois, je le rappelle, une volonté de relier votre cadre théorique avec nos observations et thématiques de terrain. Donc on fait une nouvelle proposition. Donc, moi j'aborde la frontière par une approche de la gouvernance et des institutions. Donc, pour mémoire, les coopérations transfrontalières étaient autrefois affaires d'État. Progressivement, les États se sont délaissés et les communes et les collectivités locales se sont saisies. Et ces 20 dernières années, les coopérations transfrontalières se sont développées sous l'influence de politiques européennes fortes, avec des programmes européens conséquents, avec des fonds Interreg notamment. On a aussi imposé des processus d'institutionnalisation, GECT, GLCT, GEC, qui sont en cours actuellement. Et pour cela, on est obligé d'aller chercher des compétences. Et ces compétences, ce ne sont pas les échelons locaux qui les ont, mais plutôt les échelons régionaux, cantonaux. D'où la représentation de ce millefeuille territorial par couche. En montagne, c'est un petit peu différent par rapport à la métropole. On a très peu de différentiels. En tout cas, les populations ne jouent pas sur les différentiels qui peuvent exister. Donc on a quand même des relations transfrontalières qui se développent sur des solidarités transnationales, avec des volontés des acteurs, qu'ils soient publics, privés ou la société civile, d'aller chercher l'altérité de l'autre côté de la frontière. Donc on a une recherche d'altérité. Alors, contrairement notamment au terrain de Laurane, dans le cas de la région métropolitaine luxembourgeoise, donc on va dire que l'impact de la frontière, donc, sa capacité à distinguer, à faire différence, à créer le différentiel entre le Luxembourg et ses pays voisins est très très forte.
Et la première expression de justement de ce différentiel, c'est le phénomène frontalier, parce que pour la simple et bonne raison que les rémunérations luxembourgeoises sont bien plus intéressantes que les rémunérations dans les pays voisins. Ainsi, environ aujourd'hui, au dernier recensement, on est à 160 000 frontaliers, un petit peu plus, qui viennent d'Allemagne, de France et de Belgique et qui vont travailler au Luxembourg. Alors pour un autre petit chiffre intéressant, cela représente 44% de la main-d'œuvre luxembourgeoise. Et sur la ville de Luxembourg, entre la population qui dort, résidente, et la population de la journée, on double ce chiffre. Donc on passe de 120 000 à 240 000 personnes présentes sur la ville de Luxembourg. Ainsi, cet impact de la frontière, à la fois à travers le phénomène frontalier qui oblige les autorités locales à développer les réseaux de transport et de communication en vue d'un développement durable, justement un accompagnement finalement de la mobilité des frontaliers, une génération de flux importante en termes d'individus, mais aussi en termes de capital, de biens et de services. Et le troisième point finalement qui est assez intéressant, c'est qu'à travers les comportements de déplacement, on peut observer justement l'instauration d'espaces de vie, à travers notamment le bassin d'emploi transfrontalier, d'espaces de vie transfrontaliers, même si on sait très bien que les frontaliers, la plupart d'entre eux, font leurs activités dans leur pays de résidence, mais il y a quand même environ 10-15 000 frontaliers qui ont un espace de vie plutôt transfrontalier et intégré spatialement un peu à la Garlande, quoi, avec une intégration spatiale assez forte. Ainsi, notre deuxième question, c'est en rapport avec la frontière étatique, justement pour questionner ce lien entre limites et frontières. Est-ce que la frontière étatique ne dépasse-t-elle pas largement la simple fonction de limite de par les richesses et les processus de recomposition et dynamique spatiale qu'elle engendre? Donc ça, c'est pour la troisième question. On a noté dans vos écrits, et c'est constant que vous l'avez... C'était la deuxième question, peut-être pas la troisième. On a noté dans vos écrits, et c'est constant, et vous l'avez rappelé ce matin, que la frontière avait plusieurs fonctions. On va les rappeler. La fonction légale, qui correspond grosso modo à l'application d'un droit positif sur une souveraineté territoriale. La fonction fiscale, qu'on pourrait résumer un différentiel de taxes entre les États. La fonction contrôle, contrôle aux frontières, entrée-sortie des personnes et des biens. Les fonctions militaires et idéologiques, qui sont des fonctions largement évaluées, comme vous l'avez rappelé, et que vous avez déjà envisagées dans les années 70. Donc on ne va pas revenir sur ces fonctions-là, on va s'intéresser à ces trois premières fonctions. Donc pour vous, les fonctions ont pour but de contrôler, surveiller, restreindre, exclure purement et simplement les uns des autres. Donc en vous lisant, on a l'impression qu'il y aurait un gradient d'intensité de l'effet de limite qui irait de l'exclusion jusqu'au simple contrôle, voire un effacement. Donc l'intensité de la limite varie en fonction, et on fait une proposition, de l'expression plus ou moins forte des trois fonctions. C'est ce qu'on essaie de représenter par ce gradient. Alors, exercice difficile, donc toujours sous votre contrôle, c'est une simple proposition. Donc, on trouve un point commun avec Laura, on aime bien faire des schémas. Et du coup, on a essayé justement, c'est vraiment une tentative d'inscrire ces trois fonctions au vu de l'intensité de limite qu'elles peuvent produire dans le temps, sur deux espaces différents qui sont au niveau des frontières internes à l'Europe et au niveau des frontières externes à l'Europe. Alors vous pouvez voir en Y le degré d'intensité et en X le temps. Donc là on pourrait situer après la Deuxième Guerre mondiale avec justement une forte dévaluation des fonctions de contrôle en termes d'intensité, de la fonction fiscale aussi en termes d'intensité limite, et à contrario, au niveau des frontières externes à l'Europe, une augmentation de la fonction de contrôle, notamment ces dernières années, et une augmentation de la fonction fiscale. Il faut savoir, comme d'ailleurs vous en avez parlé ce matin, que la fonction de contrôle, en regardant un petit peu, vu qu'elle est liée directement à la souveraineté des États, peut être réactivée de la manière la plus rapide et la plus forte. C'est-à-dire dans le cas où,
je sais pas, il y a une guerre civile où le pays est menacé, les frontières peuvent retomber comme des rideaux de fer avec des douaniers et surtout, par exemple, l'armée aux frontières. Et elle est en fait le levier le plus rapide et le plus puissant pour justement recroqueviller le pays sur lui-même. Au sujet de la fonction légale, je vais laisser Laura et ses compétences de juriste parler à ma place. On en a parlé ce matin et apparemment vous aviez l'air assez d'accord avec nous pour dire que la fonction légale resterait constante. La fonction légale serait constante dans le temps, dans la mesure où, même si au niveau de l'Union européenne, on a une volonté d'harmonisation des normes, que ce soit par des directives ou par des règlements, cette harmonisation ne parvient quand même pas à modifier les souverainetés étatiques, ni même ni modifier fondamentalement les institutions nationales, même si, ce qu'on disait hier, il y a une adaptation à faire, une adaptation notamment régionale, trouver le bon niveau pour parler avec l'Europe. On a l'impression que cette fonction légale, elle reste, c'est celle qui est la plus importante et qui fait justement que les frontières ne peuvent pas disparaître parce qu'on n'a pas de disparition de souveraineté. Quand on fait la cession de souveraineté, peut-être. Quand on aura une Europe fédérale sans frontières, ce sera une disparition des frontières. Pas si ce sera totalement sans frontières, mais... Non, la fonction légale dans ce cas-là sera remplacée par une fonction réglementaire ou procédurale. Moi, je ne fais pas la différence entre une fonction réglementaire et légale. D'un point de vue juridique, c'est la même chose. La fonction légale, elle implique tout le droit positif. La fonction réglementaire. Normative alors. Comment? Une fonction normative. Oui, une fonction normative, mais la fonction légale implique tout le droit positif de l'État civil. C'est ce que je vous ai essayé de vous faire comprendre ce matin. La fonction réglementaire, vous savez très bien qu'on a entre des établis souverains comme le canton de Vaud, le canton de Genève, et des différences réglementaires. C'est une fonction légale, mais d'un niveau inférieur. Oui, mais de mon point de vue de juriste, je ne vois pas tellement la différence. Je la comprends la différence, mais il faudrait trouver peut-être une autre terminologie. C'est probablement un aboutissement, parce que mais c'est une partout fonction. il y a des régions à pouvoir législatif, c'est quand même pas le même pouvoir que les États. Donc finalement, la frontière ne se réfère pas seulement à la fonction légale, et la limite juridique n'en est peut-être pas renforcée. Je vous rappelle les trois questions fondamentales. En fait, je voulais juste compléter sur la dernière diapo, finalement. Parce que je suis sur la bonne. Oui. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un truc qu'il faut bien retenir dans notre approche, c'est qu'on a deux échelles avec deux approches différentes. Et en fait, sur ces deux dernières questions, pour comprendre l'idée, c'est que quand on dit que finalement la frontière ne se relie pas seulement à la fonction légale, c'est quand on dit d'un point de vue fonctionnel, qu'on regarde les frontaliers qui se déplacent de part et d'autre de la frontière. Donc, ce qui veut dire, c'est que, a priori, pour un frontalier qui travaille de l'autre côté de la frontière, la fonction légale est la seule fonction encore active. Par contre, au niveau de la coopération et au niveau institutionnel, la limite juridique, enfin, la limite légale en vue de, comment dire, qu'on doit franchir pour coopérer et discuter avec le voisin, elle a l'air de se renforcer de plus en plus et elle a l'air d'être finalement la plus forte juste dans le cadre de coopération et de société. Alors justement, je vais rajouter qu'en montagne, on a aussi un renforcement de la limite politico-administrative par la discontinuité naturelle que représente le relief. Et ça, c'est une question tout à l'heure. Ce matin, vous aviez justement parlé on pouvait fixer des limites sur des discontinuités, mais que la discontinuité n'était pas en elle-même une limite, qu'il y avait un pouvoir qui décidait. Et ma question, c'est en montagne, je vous l'ai déjà posée à Paris. En montagne, on a ces deux limites qui ne correspondent pas forcément. La limite politico-juridique, la frontière, et les limites des discontinuités naturelles. Et comment faire? Oui, c'est clair. Mais c'est pas du même ordre. C'est pas du même ordre, mais quand ça correspond. Je veux dire, vous pensez, quand vous dites ça, vous pensez à
des frontières naturelles, comme elles existent. Oui. Il faut abandonner l'idée des frontières naturelles. Il n'a aucun sens. Hein. La discontinuité morphologique qui ne doit rien à l'intervention humaine est une discontinuité comme une autre. Hein, une ligne de partage des eaux, un talweg, etc. Si les hommes ne seraient pas à utiliser pour autre chose, il n'y a aucun problème. C'est seulement la question qu'elle est utilisée pour dire ici telle souveraineté, là, telle autre souveraineté. Il faut pas les mêler. Comment? Qui exploitait la discontinuité. Non, parce que vous voyez, il y a un exemple très simple à donner. Il y a une petite ville dans le Québec, ça veut dire où il y a un monument mort. Monument mort dans lequel est inscrit à la mémoire des soldats tombés pour les limites sacrées de la patrie. Les limites sacrées de la patrie, comme on voit quand elles ont été fixées, n'existent pas. Parce que, tout simplement, on n'a pas suivi les limites naturelles qui sont soi-disant les limites sacrées, parce que M. Victor Emmanuel II a souhaité conserver certains territoires de chasse. Par conséquent, on a fait passer la limite ailleurs que sur des discontinuités naturelles. Arrangement avec le Seigneur. Donc, la limite naturelle n'a aucun sens, et puis ces limites naturelles n'existent pas non plus dans l'Est de l'Italie. Mais alors, je comprends votre problème pour les lignes de frontières, mais je crois qu'il faut. La notion de limite est la catégorie générale dans laquelle rentrent les frontières qui sont chargées de fonctions. La limite peut charger de quantité d'attributs particuliers, mais dans différents domaines, par les uns et les autres. Oui, mais la frontière, et puis la frontière, pourquoi on a pris ce terme de frontière? Parce que ça vient du vieux français entier. Entier qui était devant, et puis il y a un rapport avec la fonction militaire, hein, le front militaire, etc. Et c'est ça, la frontière, c'est ce qui est chargé de fonctions particulières. Mais la fonction la plus réelle, la plus solide, c'est la fonction égale. C'est la fonction égale puisque c'est celui qui dispose de la souveraineté qui peut faire respecter la frontière. Donc, en droit, c'est la fonction égale qui est la plus significative. Les autres, vous l'avez très bien dit, elles peuvent s'amenuiser, comme c'est montré dans le schéma, absolument, et elles peuvent revenir. Hein. Moi, j'ai quand même, à propos de cette fonction légale qui serait première, alors en plus d'être un gars, j'ai un petit fond marxiste. C'est un gars. D'un point de vue matérialiste, on pourrait dire que la loi, c'est, alors je ne sais plus exactement comment on peut dire ça, mais que c'est l'inscription, la cristallisation d'un rapport de force entre plusieurs classes et entre des groupes sociaux. Et donc la fonction légale est peut-être pas forcément première, dans le sens où d'abord la frontière et des limites sociales inscrites dans un territoire, c'est la cristallisation de rapports de force entre des classes, par exemple. Vous êtes en train de faire une perversion de l'idée proudhonienne de la propriété symbole. Hein? Parce que. Mais vous voyez, le légal, c'est. Le légal, c'est un rapport de pouvoir. Vous voyez, Foucault, il disait. C'est pas un rapport de force. Le légal, c'est un rapport de force. Parce que la loi a été acceptée ou décidée par la collectivité. Ou elle a été ratifiée par la collectivité. Même si c'est un souverain qui a établi la loi, comme c'était le cas dans l'Ancien Régime, finalement, elle a été respectée, légitimée par la collectivité.
Si on prend le point de vue du gouvernement, c'est-à-dire que si on prend le point de vue du gouvernement, moi j'ai été marqué par un texte de Foucault, c'est dans Il faut défendre la société, un cours de 76 qui donne. Et tout son cours, il commence son cours en disant la politique c'est la continuation. Il renverse Clausewitz et dit la politique c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Et il dit finalement gérer un territoire, donc poser des frontières, c'est faire transcrire, disons, recoder la guerre qui a fondé mon territoire dans un mode de gouvernement particulier. Et donc, c'est en ça que je dis que finalement, peut-être que... on n'a pas le texte sous les yeux, mais je pense pouvoir vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Vous abusez de Foucault, là. Vous abusez de Foucault parce que Foucault dit bien une chose comme ça. C'est juste dit et écrit. Mais sur la population, pas sur le territoire. Parce que si c'était sur le territoire, ça ne m'aurait peut-être pas échappé. Mais c'est sur la population. Et sur la population, vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est la biopolitique. C'est la biopolitique, c'est-à-dire la gestion de la population. C'est ça qui intéresse Foucault. C'est pour ça qu'il s'est permis de dire, probablement, avant de mourir, vous savez, moi, la géographie, etc. Parce que s'il avait vraiment utilisé et pensé au terme territoire, on aurait pu lui objecter qu'il l'avait dit. Mais on n'a rien trouvé là-dessus. Je ne dis pas que ça n'existe pas, vous vérifierez. Si j'ai tort, vous m'écrirez une belle lettre pour me dire que... Vous écrivez 200 pages. 200 pages. Mais, alors c'est la biopolitique. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Pour prolonger cette discussion, Foucault il a aussi inventé le terme d'hétérotopie. L'hétérotopie? Oui, qui n'a pas été beaucoup mobilisé par les géographes. Non, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, mais vous savez, l'hétérotopie, chez lui, a un sens tout à fait particulier. L'hétérotopie, c'est ce qui permet de saisir quelque chose que vous ne pouvez pas appréhender directement vous-même. Je m'explique. Si je n'avais pas de miroir, je ne saurais pas comment je suis, je ne saurais pas à quoi je ressemble. C'est d'ailleurs le drame de Narcisse quand il se voit pour la première fois. Donc, le miroir, dans ce cas-là, joue le rôle d'hétérotopie pour permettre de se voir. Et c'est intéressant, cette interprétation de Foucault, parce que il la met en relation avec l'atopie, avec l'utopie, etc. Et l'hétérotopie, c'est au fond l'instrumentation pour se saisir soi-même, saisir le corps propre de l'individu. Ou d'autres choses, il y a des hétérotopies d'un autre genre, n'est-ce pas? Mais chaque fois qu'on ne peut pas appréhender directement quelque chose, on passe par une hétérotopie. Et alors, dans le cas, je ne sais pas pourquoi vous en parlez d'ailleurs, parce que dans le cas de la frontière peut être un instrument hétérotopique dans certaines situations particulières. Et dans ce cas, je serais d'accord avec vous. Oui, je l'évoque parce qu'il invoque aussi des cas concrets, des cas spatiaux concrets, comme l'île, comme la prison, ou comme d'autres figures. Qui n'est pas la même chose. Quand il invoque la prison, c'est évidemment des espaces clos qui ne sont pas des espaces hétérotopiques. C'est des espaces d'un autre type. C'est des espaces d'enfermement, comme ils les appellent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on a besoin d'espaces d'enfermement? L'île, c'est aussi un espace d'enfermement. Pour ça, les Italiens, pendant la période fasciste, ont transformé beaucoup de leur île en prison. En Méditerranée, c'est très clair.
Mais ce n'est pas des hétérotopies. C'est des lieux d'environnement, des lieux fermés, etc. Mais ce n'est pas des hétérotopies. Parce que l'hétérotopie, comme je vous dis, c'est un instrument qui permet de faire un déplacement. De faire un déplacement pour observer quelque chose. Je cherche un exemple qui aurait donné immédiatement, mais ça ne me prend pas, à part l'idée que vous avez évoquée du miroir. Ça, c'est tout à fait lui qui en parle. Après, il y a aussi deux textes de Foucault. Quand il traite de l'hétérotopie, donc il y a aussi et la figure par excellence pour lui, c'est le bateau qui finit et conclut là-dessus. Le bateau, attendez, là, non, ça ne dit rien. Mais allez-y, alors. Non, c'est juste que, enfin, pour lui, le bateau, c'est la figure par excellence de l'hétérotopie, parce que c'est un milieu clos, qui est en mouvement, et qui a une certaine autonomie par rapport à l'espace environnant, mais qui ne fonctionne que par sa relation avec l'espace environnant. Donc dans quoi est-ce que c'est l'exemple du bateau? Non, c'est dans son texte de la conférence donnée à Tunis, et qui a été publiée dans Diélique. Est-ce que vous traitez l'exemple du miroir qui est dans la conférence radiophonique? C'est dans 10 et écrit aussi, hein, le miroir. C'est dans 10 et écrit, mais je ne me souviens pas de l'exemple du bateau. On va peut-être repartir sur les... Peut-être repartir sur nos questions à nous. Déjà qu'hier, c'était pas très partagé. Si vous voulez, la limite, je comprends très bien votre préoccupation, mais je veux dire, le terme de frontière a été pris à frontier une relation avec l'État, le militaire, la défense, etc. La limite, ça est bien que c'est une catégorie plus générale. En fait, l'idée aussi avec nos questions, c'est que moi-même je suis frontalier la moitié de l'année, donc j'habite à proximité de Thionville et je travaille à Luxembourg chaque jour. Et c'est vrai que, au-delà du fait que quand on franchit la frontière, on ne s'en rend pas compte, mais par contre, on voit les processus en cours de mutation, de rangement, à travers à la fois les comportements individuels, mais aussi d'un point de vue urbanistique, d'un point de vue des représentations, à différentes échelles spatiales. Et aussi, tout à l'heure, je voulais vous poser la question du temps aussi, parce qu'il y a aussi un article sur justement temps, frontières, que vous avez écrit, et espace, et justement, on voit bien, par exemple, sur le cas du Grand-Duché du Luxembourg, on est quand même passé d'un bassin sidérurgique ultra-ouvrier à une espèce de banlieue résidentielle de Luxembourgville, avec un clivage énorme entre des populations au chômage et des frontaliers hyper friqués, et qui justement qui produisent des effets sur l'espace, sur l'aménagement, sur aussi le clivage social ultra important, avec encore des bastions communistes notamment très forts, avec justement une opposition forte face à une droite qui surgit aussi très fortement, une extrême droite aussi. Donc on est vraiment dans des espaces qui sont en recomposition totale, en mutation, et en fait on sent que qui sont pour la plupart de ces effets liés à la présence de la frontière. Et c'est vrai que quand on vous lit et qu'on dit que vous commencez par notamment donc alors la frontière fait partie d'une sous-catégorie de la limite. Je suis d'accord, mais au vu de ce que je peux observer au Luxembourg, au-delà de mes enquêtes quanti et de mes analyses multivariées, simplement en prenant mes yeux, c'est vrai que je vois l'impact de la frontière qui est plus que ça, qui est limite, qui diffuse un processus de mutation finalement. Est-ce que c'est la frontière qui diffuse le processus? On voit ce marquage fort en fait. À partir de ce marquage, ça se diffuse des deux côtés. Vous voyez? Oui, non, ça je sais bien, mais mon problème c'est en quoi la frontière diffuserait quelque chose. Elle diffuse quelque chose dans la mesure où elle est utilisée pour diffuser. Tout à fait. C'est pas pareil. La frontière en tant que telle, c'est un objet abstrait en grande partie. Elle
diffusent rien, simplement que c'est les hommes qui font qu'elles diffusent quelque chose. C'est le rapport que les hommes ont avec la frontière ou l'usage que les hommes font. Parce que là, il faut faire cette distinction très importante. L'usage que les hommes en font à cause justement de la condition légale, militaire, du contrôle, etc., où on peut faire jouer un rôle particulier à la frontière. Et à ce moment-là, ça peut diffuser effectivement des choses. Sans revoir alors beaucoup plus nettement dans d'autres régions du monde, hein, sur les frontières de certains pays latino-américains, je veux dire, la diffusion de certains usages est absolument terrible. Hein. Sur le Guatemala et le Mexique, par exemple, c'est absolument affolant. Mais la frontière en elle-même, si les hommes n'interviennent pas, les porteuses d'armes. Et d'ailleurs, même si les hommes ne sont pas là, elle n'existe pas. La frontière détermine les différenciations économiques qui sont paradoxales. On se demande pourquoi une ligne imaginaire, parce que plus Luxembourg-France, c'est imaginaire, défonctionnalisée, c'est toujours imaginaire, défonctionnalisée, peut produire un tel effet économique. Donc je crois que c'est très intéressant l'aspect ça reste la fonction légale délimite un espace économique qui modifie profondément deux territoires qui sont très souvent identiques. Aussi, disons, si tu prends la ligne qui sépare les États-Unis du Mexique, la différence d'un côté de l'autre est nulle. Mais la frontière détermine des différences économiques qui produisent après les flux de personnes, toutes les choses que vous disiez, aménagements différents, parce que, disons, ceux qui vont travailler se cumulent le long de la frontière parce que la vie est moins chère, on va gagner sa vie mieux pour exploiter et on se replace pour vivre, mais c'est moins cher, donc ça produit des effets territoriaux énormes, et c'est l'économie qui. C'est très intéressant de réfléchir à quelle différence ça produit. La frontière sur l'économie. Je voudrais réagir sur vos deux schémas qui sont très binaires dans leur enseignement. Vous invitez à trianguler vos frontières parce qu'en fait, aussi bien du côté de la gouvernance que du côté fonctionnel, on n'est pas dans un face-à-face des deux côtés de la frontière, on est dans un triangle avec des formes de globalisation. Les gens vos frontaliers, ce n'est pas les natifs de Thionville, c'est tout un tas de gens qui viennent au Luxembourg. Il y en a une partie, oui, ça va dépendre, c'est comme sur l'agro-franco-gauloise. Il y en a une partie qui sont là, qui sont de la région et qui, pour les populations intermédiaires, en fait, ont bénéficié du différentiel salarial et tout en restant dans leur région d'origine. Mais ça attire aussi toute une population extérieure qui vient là et qui va habiter la frontière dans son différentiel avec des choix et professionnels et résidentiel. Donc j'ai du mal, moi, avec le binaire en fait, du schéma. Et pour l'oral, de la même façon, parce qu'il va y avoir l'Union européenne, les acteurs privés, etc., qui vont interférer avec les formes de gouvernance à tous les niveaux. Et il me semble que dans la notion de frontière, il y a cette triangulation possible, cette dialectique, etc., qui est peut-être plus riche dans la notion de frontière. Le schéma est binaire parce que vous venez de présenter deux approches différentes. Moi, je ne peux pas avoir une approche fonctionnelle comme Guillaume parce que je n'ai pas ces différentiels, ou en tout cas, les populations ne jouent pas sur ces différentiels qui sont potentiels. Alors, probablement parce qu'il y a aussi cette discontinuité nation-structurelle qui vient renforcer la discontinuité liée à la frontière. Donc, on a voulu représenter nos deux approches, c'est pour ça que c'est binaire, mais effectivement, l'approche par la gouvernance et par les institutions, elle existe sur le territoire de Guillaume. Effectivement, on a essayé d'être. Peut-être qu'on aurait pu effectivement faire un triangle ou mettre les différentes strates en dialogue, mais effectivement, on était plutôt dans cette démarche-là. Et effectivement, au Luxembourg, bien entendu, il y a aussi tout à fait l'approche gouvernance, etc. Après, c'est vrai que même pour renforcer le propos d'Anne-Laure, c'est intéressant au niveau des frontaliers que, effectivement, souvent, on va dire que ça je l'avais déjà expliqué, mais souvent les CSP hautes vont
vont, dans la plupart des cas, arriver au Luxembourg et habiter Luxembourg, parce qu'elles ont le budget qu'il faut pour ça. Et les CSP intermédiaires sont plutôt originaires du côté justement des zones frontalières. Mais après, on se rend compte qu'après, il y a un turnover en termes de mobilité résidentielle, où finalement, même les CSP hôtes choisissent d'aller habiter justement dans les zones frontalières en France, en Allemagne, en Belgique. Tout ça par un simple mécanisme lié au marché du foncier, simplement. Mais c'est vrai que c'est bien plus complexe que ça, et on a peut-être essayé un peu trop de simplifier, mais aussi pour faire passer notre message. Juste une chose avec la fonction fiscale, moi j'étais d'accord avec la manière dont elle exprime, mais faites bien attention à une chose. Aussi en dessous, pas seulement les frontières externes à l'Europe, mais les frontières internes à l'Europe, la fonction fiscale qui a quasiment disparu entre les pays de l'Union européenne, c'est les droits de douane. Hein. Bon, n'a pas disparu évidemment avec la Suisse, c'est une autre histoire. Mais il y a une autre fonction fiscale que vous oubliez, c'est le problème du transfert des capitaux par les individus. Hein. Alors évidemment, là, je peux vous dire que ça y va. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que très souvent, oui, j'en ai tout à fait, mais très souvent, le contrôle des individus, au point de vue, on ne vous demande même plus votre passeport, mais on vous demande votre portefeuille. Oui, non, c'est vrai. Écoutez, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois avant d'entrer dans le domaine du monde. Le douanier m'arrête et puis vous avez de l'argent, oui, je voyage. Hein. Et il faut absolument montrer ce qu'on a dans le portefeuille. Donc là, la fonction fiscale est encore très forte et très réelle. Elle est moins évaluée que la fonction de contrôle sur notre schéma. Comment? Elle est moins évaluée sur notre schéma que la fonction de contrôle. Oui, tout à fait. La fonction de contrôle, elle est surtout policière. Elle est surtout policière plus qu'autre chose. C'est vrai. Écoutez, je crois que le principe... Non, je suis pas d'accord. On va conclure là-dessus et puis on plongera éventuellement la discussion autour de la télé ce soir. Mais on va donner la parole à